Je vais maintenant appeler deux autres lauréats, l'un de 2003, l'autre de 2005, sur une thématique qui a également été évoquée il y a quelques minutes, qui est la capacité elle est assez proche d'ailleurs, la capacité à se réinventer, mais en restant indépendant. C'est peut-être le restant indépendant qui est important. Et je vais appeler Pierre Rosé et Marc Senoble à me rejoindre. Bonsoir messieurs. Installez-vous, je vous en prie. Alors, je ne sais pas par lequel de vous deux ou lequel de vous deux a envie de commencer sur ce thème par rapport à ce que nous disait en fait Thierry Lombard sur cette capacité, et j'insiste sur le deuxième point, à se réinventer, mais en restant indépendant, ce qui est aussi forcément, je ne dis pas l'obsession, mais parfois la caractéristique des entreprises patrimoniales. Pierre Rosé, on connaît tous vos lignes de meubles. Est-ce que l'entreprise, je me suis demandé très honnêtement sur ce thème, si l'entreprise a eu l'obligation de se réinventer à plusieurs reprises. J'ai l'impression qu'elle est intemporelle, mais en étant tout le temps moderne. C'est qui ne doit pas être très facile dans votre métier, en fait. Non, c'est encore une entreprise pardon, modeste. C'est mon arrière-grand-père, effectivement, et lui, il a commencé par fabriquer des cannes de parapluie et d'ombrelles. Puis il a été obligé, c'est peut-être le premier changement, lui, il a été obligé de se reconvertir à la fin du 19e siècle parce que à la mode, les ombrelles, les cannes n'étaient plus, je dirais, un attribut de ces dames. Et puis il a fabriqué à ce moment-là des fûts de chaises. Alors je vais vite, voilà. Et de la chaise, on est passé au meuble. Voilà comment a commencé. Puis j'ai un grand-père qui était peut-être moins inventif, qui lui a fait des sièges dits de reproduction de haute époque. Il faisait de la sculpture sur bois, etc. Mais après, bon, les choses effectivement se sont profondément modifiées. Alors aujourd'hui, l'entreprise, quels sont les grands défis d'une entreprise comme la vôtre aujourd'hui, dans un métier qui est celui à la fois un peu du luxe, enfin du haut de gamme en tout cas, de la création? Le monde de l'ameublement, il est passé, je dirais, totalement à l'est. Enfin, il est passé en termes de fabrication. En fabrication, puisque le premier fabricant mondial aujourd'hui, c'est la Chine. Y compris pour vous d'ailleurs? Ah non, non. Quelle horreur! Non, nous sommes, je dirais que nous sommes dinosaures. Peut-être que c'est une faute de gestion notoire, parce que nous continuons à fabriquer en France, en Rhône-Alpes, dans les départements de l'Ain, du Rhône et de l'Isère. Alors, je ne sais pas si si vous voulez, c'est un choix qui est pertinent, mais enfin, nous sommes très attachés, si vous voulez, d'abord à notre terroir et très attachés à ce que la fabrication soit française. Et économiquement, c'est tenable longtemps? Parce que beaucoup d'entreprises qui ont cette capacité à produire en France se posent des questions. Forcément, à un moment, il y a un problème économique. Vous, ça fait partie probablement de votre positionnement, de votre image, de vos valeurs. Je ne cacherai pas que, enfin, pour être honnête devant cette salle, bien sûr que ça pose un problème qui est quotidien, parce que vous avez même des entreprises qui sont, je dirais, sur votre marché, qui sont considérées comme des concurrents, qui, elles, n'hésitent pas, si vous voulez, à recourir, que ce soit aux pays de l'Est, voire aux pays asiatiques, surtout dans le domaine de l'ameublement. Bien sûr. Sur la question de rester indépendant financièrement. Elles trichent dans leur catalogue, du reste. Hein. Qui ça? Et vous savez, il y a la réglementation européenne, enfin, je ne veux pas la décrier ici, mais elles font de très, très beaux catalogues qui laissent à penser, si vous voulez, que tout est fabriqué en Europe, mais on en est loin. Une question, je vous relance sur le côté de rester indépendant, ce que vous êtes. Est-ce que ça a été un moment, un quelconque obstacle à la croissance de l'entreprise? Est-ce que vous avez décidé de grandir peut-être un peu moins que vous l'auriez fait si vous aviez accepté d'ouvrir votre capital plus largement? Non, je dois confesser, ça n'a jamais été. Peut-être parce qu'on est prudent. Ça a été rappelé tout à l'heure par Monsieur Lombard. Alors, on est très très prudent dans le département de l'Ain. Vous savez, on a la terre qui colle aux chaussures. Personnellement, si vous voulez, depuis que je suis rentré dans l'entreprise, je peux signaler, c'est une banque qui était une banque d'État qui s'appelait le Crédit National. Moi, j'ai fait 19 prêts avec le Crédit National. Et le Crédit National a toujours accompagné, si vous voulez, le développement de l'entreprise. J'entendais tout à l'heure quelques critiques, je ne peux pas dire le contraire, mais nous n'avons jamais eu, si vous voulez, de problème de développement et toujours très très bien assistés par le monde bancaire. C'est bien de le rappeler au moment où ils sont quand même assez attaqués. Ou en tout cas, ils l'ont été, ils le sont un peu moins en ce moment. Marc Senoble, alors votre entreprise fabrique des produits ultra frais, et notamment, je crois que je ne sais même pas si c'est majoritairement ou uniquement d'ailleurs pour la grande distribution, en MDD en fait, depuis toujours. D'ailleurs, ça a toujours été le positionnement de l'entreprise, ou bien est-ce qu'elle s'est réinventée, bien sûr, dans le métier des produits frais, mais avec une évolution sur sa gamme de produits? Alors jusqu'à la 3e génération, on fabriquait les fromages. Et puis, donc moi, je suis la 4e. Mon père a fait le virage sur les produits frais. Et donc, ça a été salutaire à l'entreprise. Parce que si on était resté dans les fromages, bien évidemment, on était condamné. Mais
sur les produits frais, d'emblée, mon père a choisi de faire des marques de distributeurs. Pourquoi ça d'ailleurs? Pourquoi ce choix? Parce que les places étaient prises déjà par des marques. C'est dur et cher de créer une marque. C'est dur et c'est cher de créer une marque grand public. Oui, c'est très cher, mais en plus, la grande distribution, c'était en 1980, s'orientait déjà donc, très clairement vers ce créneau-là. Mais les industriels, d'une façon générale, ne voulaient pas les fabriquer. Ça avait presque un caractère honteux. Et même, ça peut se comprendre pour les gens qui détenaient des marques, ça pouvait s'avérer extrêmement dangereux. Donc, n'ayant pas de marque, ayant abandonné définitivement la fabrication de fromage, bon, on s'est retrouvé sur un créneau certes très porteur, mais sans marque. Donc, par contre, avec un développement indéniable, un potentiel de marché considérable sur les marques de distributeurs. Et ça nous a été salutaire parce que fabriquer la marque distributeur, surtout aujourd'hui, c'est extrêmement difficile. Mais à l'époque, le fait que nous ayons fait ce choix, ça nous a permis de gagner une certaine fidélité vis-à-vis de nos clients parce que comme on a été parmi les premiers, on a construit très vite un business assez important sur ce créneau-là et on a été très vite reconnu par les clients. Et bon, on critique assez la grande distribution, mais cet historique nous a permis de gagner une certaine fidélité. Et est-ce que vos concurrents, ces grandes marques qui avaient justement des marques établies dans le public, est-ce qu'elles sont venues sur votre marché ou pas? Bien sûr, on a subi les assauts de tous les grands groupes, sans exception. Vous avez résisté? Oui, jusqu'à présent. Si mes clients veulent encore m'accorder un peu de confiance. Vous avez dit qu'ils étaient fidèles, donc il n'y a pas de raison. Surtout les Français d'ailleurs. C'est tout le paradoxe parce qu'on est aujourd'hui, on parle beaucoup aujourd'hui des entreprises, des ETI, mais il faut savoir que l'agroalimentaire en France aujourd'hui est en difficulté. Indéniablement, vous savez qu'il y a une flambée des cours des matières premières et pouvoir répercuter cette flambée auprès de la grande distribution, c'est un vrai problème. Alors il y a des clients qui aujourd'hui ont compris les enjeux que s'ils n'avaient prêté pas une écoute, ils se retrouveraient à terme que face à des monopoles. C'est le cas notamment du groupe Casino qui a établi avec nous un vrai partenariat, une collaboration, parce qu'on peut dire que le terme partenariat a été tellement galvaudé, il ne faut plus l'utiliser en France dans les relations entre distributeurs et industriels, ça ne veut plus rien dire. Une vraie collaboration où nous allons pouvoir indexer nos prix sur le cours des matières premières. Donc ça, c'est un grand pas. Et je pense, et nous avons une deuxième grande enseigne qui va également dans cette voie. Si nous n'allons pas dans cette voie, inévitablement, je plains toutes les PME qui font des marques de distributeurs pour la grande distribution en France. Elles vont être broyées. Donc il faut, heureusement, il y a déjà une prise de conscience d'un certain nombre d'enseignes qui vont dans cette voie. Et par contre, il y a des enseignes où c'est la gestion à court terme, strictement financière, vous voyez peut-être de qui je veux parler, qui l'emporte. Et dans ce cas-là, peu importe la pérennité du fournisseur, c'est la loi du plus fort, le rapport de force. J'observe aussi que le groupe Casino est dirigé par un entrepreneur patrimonial, qui a peut-être aussi pas la même vision du long terme que le groupe dont vous parlez. Une dernière question peut-être, puisqu'on n'a pas évoqué le côté indépendance par rapport à d'éventuels choix, ou Marc Senob par rapport à est-ce qu'il y a eu un moment dans l'entreprise des questions qui se sont posées sur peut-être ouvrir davantage le capital pour grandir plus vite, ou aller vers des marchés sur lesquels vous seriez allé plus difficilement, avec moins de moyens? Oui, puisque on a eu une expérience très positive. Dès que j'ai pris les rênes de l'entreprise, j'ai voulu l'orienter vers le marché européen. On a eu une expérience positive en Espagne, justement avec un vrai client collaborateur, si je puis dire. On a eu un succès important en construisant une usine neuve, en prenant des parts de marché très importantes très vite. Et fort de ce succès, j'ai souhaité continuer. Et donc là, j'ai fait appel à un fonds d'investissement anglais qui est resté 4 ans dans le capital, et comme les affaires ont bien marché, j'ai pu le racheter. Donc j'ai fait rentrer à 25% ce fonds, et je suis redevenu familial au bout de 4 ans, c'est-à-dire en 2008. Donc ce choix, il a été assez cornélien quand même, parce que faire rentrer un fonds, il faut tout de suite penser à la sortie, et se projeter dans 4 ans. Donc la prise de risque est quand même à ce niveau-là. Il s'est trouvé que le marché était porteur,
L'Espagne continuait de se développer. Donc là, on a pu doubler le chiffre d'affaires. On est passé de 500 millions d'euros à 1 milliard en l'espace de 5 ans. Donc on a fait des acquisitions et du coup, aujourd'hui, la France représente 40% seulement de mon chiffre d'affaires. Et je peux vous dire que je m'en réjouis. Et que vous êtes mieux sans les fonds. Comment ? On est mieux sans les fonds. Oui, mais bon, dans notre cas, ça s'est bien passé, il faut bien l'admettre. Bien, écoutez, un très grand merci pour ces 2 témoignages. Merci beaucoup.